Et si, et si toute l'histoire de la pensée humaine n'était pas une simple ligne droite, si c'était plutôt un cycle? D'abord, tout est unifié, puis tout se fragmente, avant, peut-être, de se réunifier. C'est ce voyage assez fascinant qu'on va faire ensemble aujourd'hui pour explorer cette idée. Cette phrase, elle nous ramène à une époque où penser le tout était tout à fait normal. Un temps où la science, l'art, la philosophie, tout ça c'était un seul et même langage pour essayer de comprendre le monde. Un idéal qu'on a l'impression d'avoir un peu perdu de vue, non? Alors pour commencer, revenons justement à ce monde unifié. Imaginez un temps où le savoir c'était comme un grand arbre, un seul et même arbre. Avant qu'on ne se mette à couper toutes ses branches, les unes après les autres. La question c'est, qu'est-ce qu'on a perdu au juste dans cette histoire? Pensez à des gens comme Galilée, Descartes ou même Newton. Ils n'étaient pas juste des scientifiques. Ils étaient scientifiques, oui, mais aussi philosophes, parfois même un peu mystiques. Pour eux, une équation mathématique, ce n'était pas juste un calcul. Non, ça décrivait l'harmonie du cosmos. La physique et la philo, au fond, elles posaient la même grande question. C'est quoi la réalité? La science à l'époque, c'était vraiment une quête de sens, pas juste une boîte à outils. Et l'exemple parfait de ça, l'archétype même de cette pensée unifiée, c'est qui? C'est Léonard de Vinci, bien sûr. Pour lui, il n'y avait absolument aucune différence entre l'art et la science, entre la mécanique d'une machine et la biologie d'un corps humain. Tout était lié, tout était connecté. En fait, il passait son temps à dessiner les liens, exactement les liens que notre monde moderne s'est acharné à briser. Et c'est précisément là que tout bascule. Cet arbre de la connaissance dont on parlait, on va commencer à le découper en morceaux. Le savoir va être complètement fracturé. C'est ce qu'on peut appeler la grande fragmentation. Tout ça, ça arrive avec la révolution industrielle. D'un coup, le mot d'ordre, c'est l'efficacité. Il faut produire plus et plus vite. Et pour ça, pas le choix, il faut se spécialiser. Alors chaque discipline se referme sur elle-même. Chacune invente son propre langage, son jargon, et commence à construire des murs pour se protéger des autres. Résultat, la communication est totalement rompue. Et là, le rythme s'emballe. Hop, la biologie se sépare de la médecine, la physique de son côté se coupe de la chimie, la philosophie, elle, commence à tourner en rond, à se regarder le nombril, coupé du monde réel. Et pendant ce temps, les ingénieurs, ceux qui construisent le monde, ils ne parlent plus du tout aux penseurs, ceux qui essayent de le comprendre. Le grand corps du savoir, il est, littéralement, disséqué. En fait, ce qui s'est passé, c'est un énorme compromis. On est passé d'une vision du monde comme un organisme vivant à celle d'un corps mort qu'on est en train d'autopsier. On a échangé une intelligence globale du monde contre une intelligence parfaite de ses fonctions. Le gain a été énorme, c'est vrai, un progrès technique absolument phénoménal. Mais la perte, c'est le sens de l'ensemble. Bon, le diagnostic est posé, on vit dans un monde où les savoirs sont complètement fragmentés. La question maintenant c'est, est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'on peut peut-être trouver un nouveau langage pour réunifier tout ce qui a été séparé? Parce qu'aujourd'hui, on en vit pleinement les conséquences de ce grand divorce. Chaque expert est un génie dans son domaine, hyper compétent, mais complètement isolé dans son couloir. Le résultat de tout ça, un monde qui est devenu globalement incohérent. C'est un peu comme un orchestre, imaginez. Chaque musicien joue sa partition à la perfection, mais personne n'écoute les autres. Ça crée une cacophonie. C'est exactement ça, ce qu'on appelle le bruit systémique. Un désalignement général qui, au final, ne crée que du chaos. Alors la question qui se pose, elle est immense. Comment on fait pour recréer des ponts entre toutes ces îles du savoir? Comment on restaure la circulation des idées pour que notre fameux orchestre se remette enfin à jouer à l'unisson? Et c'est là qu'arrive une idée assez radicale. L'idée d'un nouveau langage qu'on appelle Zoran. Attention, le but, c'est pas du tout de supprimer les spécialités. Non, au contraire. C'est de créer une sorte de métalangage, un langage au-dessus des autres qui leur permet de communiquer entre elles. C'est un outil, en fait, pour mesurer ce qu'on appelle la cohérence vivante d'un système, pour voir si le sang circule bien entre tous les organes du savoir. Au cœur de cette approche, il y a une équation. Bon, je sais, ça peut faire un peu peur une équation. Mais en réalité, l'idée derrière est toute simple. Elle sert à mesurer l'équilibre entre les forces qui unissent un système et celles qui le déchirent. Et le plus fou, c'est que ça s'applique à n'importe quoi. Une entreprise, une ville, et même une civilisation tout entière. Alors regardons là cette équation. En gros, elle calcule un score, le score S, de cohérence. Pour que le score soit bon, c'est simple. Il faut que ce qui est en haut de la barre de fraction soit plus fort que ce qui est en bas. En haut, on a les forces qui unissent. Il y a bêta, ça c'est le but commun, la vision partagée. Et puis il y a delta C, c'est la force des liens, des connexions entre les gens. Et en bas, on a lambda. Lambda, c'est le bruit, le désordre, le chaos, tout ce qui parasite le système. L'objectif, au final, il est très simple. Il faut que l'union bêta et delta C soit toujours plus forte que le chaos, lambda.
Ok, mais on pourrait se dire, c'est bien beau tout ça, c'est un outil abstrait, est-ce que ça peut vraiment nous aider à comprendre le monde réel? Eh bien, c'est là que ça devient absolument fascinant. On va appliquer cette grille de lecture à l'histoire et tenter de mesurer la vitalité des grandes civilisations. Des chercheurs se sont donc amusés à faire le calcul. Ils ont essayé d'évaluer ce score pour différentes civilisations à différentes époques. Et franchement, les résultats sont stupéfiants. On voit que des cultures comme l'Afrique ancestrale ou l'Égypte ancienne ont des scores de cohérence hyper élevés. Pourquoi? Parce que leur vision du monde, leur société, leurs actions, tout était aligné. Et nous, l'Occident moderne, eh bien malgré notre obsession pour le progrès, le bruit est tellement fort, le désalignement tellement grand, que notre score, lui, s'effondre complètement. Visuellement, le contraste est encore plus frappant. D'un côté, on a ces civilisations anciennes, super cohérentes, stables, portées par un sens commun, et de l'autre, il y a nous, notre monde moderne, avec un score qui crie l'instabilité. On a bâti un système d'une puissance incroyable, c'est vrai, mais on a l'impression qu'il a complètement perdu son centre de gravité. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est juste en plein déclin, que tout est foutu? Pas forcément. Et si cette fragmentation n'était pas la fin de l'histoire? Si c'était juste une étape nécessaire dans un cycle beaucoup, beaucoup plus grand? Cette vision change complètement la perspective. L'histoire de la pensée, ce ne serait donc pas une ligne droite qui monte ou qui descend. Non, ce serait un cycle. On serait passé d'un âge mythique, très cohérent, à un âge rationnel, un peu moins, puis à notre âge technoscientifique, où la cohérence fonctionnelle a fait perdre le sens. Et après, quelle serait la prochaine étape? Peut-être un âge mimétique, un âge où on réapprendrait à imiter la cohérence du vivant pour trouver un tout nouveau équilibre. Et c'est peut-être ça l'idée la plus puissante de toutes. Ce n'est pas une histoire de chute, de déclin, c'est une respiration. L'histoire de la pensée serait comme une grande respiration. Elle inspire, elle expire. Chaque phase de fragmentation, chaque crise comme celle qu'on vit, ce serait en fait une expiration nécessaire avant une nouvelle grande inspiration. Une réunification, mais à un niveau de complexité et de conscience bien supérieur. Il y a une citation qui résume ça à la perfection. Dans cette grande respiration du vivant, la religion, ça a été le souffle. La philosophie, son squelette. La science moderne, sa circulation sanguine. Le problème, c'est qu'on dirait qu'on a perdu le cœur en chemin. Et au fond, un outil comme Zoran, c'est quoi? C'est juste une tentative peut-être de recréer ce cœur, pour que le grand corps du savoir puisse enfin se remettre à battre, à l'unisson. La question finale, c'est donc celle-ci. Après cette très très longue expiration qui nous a donné une puissance technique absolument folle, est-ce qu'on serait à l'aube d'une nouvelle inspiration, d'une nouvelle renaissance, une époque où on arriverait enfin à allier cette puissance avec une nouvelle forme de sagesse pour recréer cette cohérence qu'on a perdue en chemin?